route. Pascal, vous restez autour de la table et nous rejoint Vincent Crouzet aujourd'hui pour le parti pris international. Rebonsoir Vincent, et c'est vous qui commencez route, votre parti pris politique. L'ICE, la police ICE contre l'immigration clandestine aux États-Unis, ces dérives et les 2 morts de Minneapolis ont-ils rebattu la donne? Autrement dit, ceux qui se revendiquaient du Trumpisme et ceux qui se revendiquaient d'une lutte acharnée contre l'immigration clandestine, le sont-ils toujours? Ils sont bien embêtés. C'est pas facile d'être un Trumpiste français aujourd'hui. Parce qu'il y avait les tarifs douaniers, puis après il y a eu le Groenland, et maintenant il y a ICE, Immigration and Customs Enforcement, la police anti-immigration. Alors au début, elle était carrément citée en exemple par les turiféraires du président américain, et même vue comme le meilleur moyen de mettre en œuvre, pour certains à l'extrême droite, de mettre en œuvre leur projet de remigration. Aujourd'hui, ça devient quand même plus compliqué parce que, vous l'avez dit, les dérapages sont très tragiques et aux États-Unis même, ça va très mal. Mais en fait, aucun ne le condamne clairement quand même. Prenons l'exemple d'Éric Zemmour. À la question sur les bavures qui ont coûté la vie à Alex Préti, l'infirmier, il a répliqué d'abord, pourquoi voulez-vous que je condamne ce que je connais pas ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me réserve le droit d'en savoir plus et de ne pas réagir à chaud. Un peu bizarre, parce que souvent, Éric Zemmour, il réagit un peu au quart de tour lorsqu'il s'agit de problèmes, notamment touchant les étrangers, touchant tous ces sujets-là. Mais alors, Marion Maréchal, qui était son alliée, mais qui est maintenant revenue un peu dans le giron familial, elle est allée encore plus loin. C'était hier sur France Inter. Je ne suis pas là pour faire la police de la police américaine. Et après, elle a qualifié la mort de René Good et Alex Préti d'accident malheureux dû à des militants d'extrême gauche qui s'interposent dans l'action policière. C'est-à-dire que c'était la thèse officielle des Trumpistes et des proches de Trump au début. On s'en souvient très bien. Alors qu'eux-mêmes sont en train et maintenant, d'altérer leurs affirmations. Mais maintenant que Donald Trump a reculé, clairement, qu'il a même déploré les violences et qu'il a dit avoir eu de la peine sur ce qui s'est passé à Minneapolis. Enfin, vous en avez largement parlé. Que lui-même, il a carrément viré le chef de la milice de cette police. Ils sont tous obligés d'opérer un virage sur l'aile. Et ce matin, Marion Maréchal, c'était quand même laborieux au micro de ma consoeur Sonia Mabrouk sur Europe 1. Écoutez. Que ce matin, vous regrettez quand même le mot d'accident malheureux. Je finis là-dessus et je vous réponds. Une femme de 90 ans à Nice, il y a quelques jours de ça, qui a été violée par un clandestin sous OQTF, qui était pourtant assigné à résidence. Voilà. Et donc, ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est pas l'impression d'ailleurs, parce que c'est assez grossier, disons-le, d'utiliser la polémique aux États-Unis pour, en fait, culpabiliser les Français de vouloir réguler l'immigration. On voyait comment d'abord elle a essayé de parler d'autre chose, puis ensuite elle vient pour généraliser. C'est pas simple. Éric Zemmour, lui aussi, il a été obligé de nuancer. Il faudra adapter le système à la France, mais il faudra être impitoyable et il faudra une politique ferme. Sarah Knafo, candidate Reconquête à Paris, elle ne dément pas continuer à s'inspirer de Donald Trump lorsqu'il coupe les aides aux pays qui ne reprennent pas leurs illégaux, par exemple. Mais elle est assez claire sur le fait qu'elle ne voit pas une ICE à la française. Et elle dit clairement, il y a déjà la police aux frontières, j'ai déjà travaillé avec eux, et quand il y a une forme de volonté claire, c'est avec la police française qu'il faut travailler sous cette forme-là. Alors ça, c'est les personnalités de premier plan, ceux qui sont obligés de répondre aux journalistes et qui doivent un peu faire bonne figure. Mais il y a les autres, les influenceurs sur les réseaux sociaux, et ceux-là, ils prennent pas de gants pour vanter encore, après la mort des 2 victimes de ICE, ils prennent pas de gants pour vanter les mérites de cette police. Damien Rieu, qui était à Reconquête, il ne cache pas vouloir mettre en place un dispositif plus ou moins équivalent. Bruno Attal, ancien policier, aussi Reconquête, il déclare carrément sa flamme, soutien à ICE. Je me porte volontaire pour diriger le prochain ICE français. Au Rassemblement national, c'est Libération qui a fouillé et qui a trouvé 2 candidats, un candidat local à Tarbes et un autre délégué général dans le Cher, qui a relayé des fausses images dans lesquelles on montrait l'infirmier pointant une arme alors que l'enquête a montré que c'était un téléphone. Mais c'est des images qui ont été aussitôt effacées parce qu'au Rassemblement national, au contraire, la règle c'est la prudence, le silence de Jordan Bardella, de Marine Le Pen
et même la petite phrase de Thierry Mariani, candidat RN à Paris, on partage la volonté de contrôler l'immigration, mais on ne partage pas les mêmes méthodes. C'est un peu une précision utile lorsqu'on aspire au pouvoir. Éric Ciotti, lui aussi, il a dit « ce qui s'est passé, je le condamne, je le déplore ». Mais chaque pays doit pouvoir choisir ce qu'il veut et qui il veut sur son territoire. Bon, c'est évident qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement gênés parce qu'ils ont intérêt à rassurer les Français, même leurs électeurs, parce qu'on l'a vu, chez les électeurs de Donald Trump, il y a des MAGA qui ont protesté contre ces... Ils ont dit on n'a pas élu Donald Trump pour qu'il tue des Américains dans les rues de nos villes. Et donc, à eux tous, en tout cas, on pourrait aussi raconter ce témoignage d'un Français qui a été retenu pendant 1 mois par ICE aux États-Unis. Il s'agit de Julien Pereira, c'est France Info qui le raconte. Il était manager dans un club de tennis. Il a découvert en mars 2025 que son visa de travail n'était pas renouvelé. Et après plusieurs mésaventures dont je vous passe les détails, il se rend compte que l'ICE qui l'a arrêté a tous les droits. Privé d'avocat, détention dans une prison avec 80 personnes par bloc à même la terre, toilettes et douches ouvertes, détenu avec des étrangers sud-américains ou africains qui attendent depuis des années d'être seulement entendus pour déposer une demande d'asile. Alors je précise pourquoi, parce que ICE, ça n'est pas une police qui a été créée par Donald Trump. Ça a été créé par George W. Bush en 2003. Mais Donald Trump a donné des moyens budgétaires et humains extrêmement importants et des droits en quelque sorte ou des non-droits gigantesques. Obama avait commencé avant lui. Mais Trump a été plus loin encore. Voilà. Mais il est vrai, et on en a parlé, l'immigration en France est un problème très mal géré par les gouvernements successifs. Le contrôle est insuffisant et il donne un sentiment d'impuissance aux électeurs français. Mais franchement, il y a certainement des moyens pour prendre à bras-le-corps cette question en respectant les droits de l'homme et les lois, même si on les durcit pour ne pas arriver à ces excès d'ICE qu'on ne peut pas qualifier autrement que par le mot de milice fasciste. Pascal ? Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je reste attaché au principe d'un examen rationnel de l'immigration. Il faut. Là, c'est la méthode, encore une fois. Il faut regarder ce dont on a besoin. Et très honnêtement, l'économie américaine, elle a quand même beaucoup profité de l'immigration. Enfin, l'immigration a participé à la croissance américaine des 20 ou 25 dernières années. Maintenant, on est libre, évidemment, de choisir qui rentre et qui sort du pays. Mais ces méthodes, c'est des méthodes de fachos, comme le dit Ruud. Je suis absolument d'accord. Vincent ? Il y a un sondage très intéressant dans le grand continent, dans lequel 1 Européen sur 2 considère Trump comme un ennemi. Signifiant bien là que Trump va devenir un contre-exemple pour les mouvements de droite et d'extrême droite européens, et un boulet finalement pour les prochaines élections générales et en Allemagne et en France. On l'avait dit ici, mais l'AfD, peut-être parmi toutes les extrêmes droites, les différentes couleurs d'extrême droite européenne, sans doute la plus extrême, l'AfD prend ses distances maintenant avec Trump depuis le Groenland. Depuis le Groenland, là, ça n'a pas dû arranger les choses. Pascal, votre parti pris économique, alors là, c'est un chantier colossal, une perspective colossale qui mêle la souveraineté et l'écologie. La mer du Nord pourrait devenir un immense Eldorado vert. Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un terrain de coopération utile pour l'Europe. Et à Hambourg, en début de semaine, les pays du Nord, alors l'Allemagne notamment, mais pas seulement, enfin les dirigeants des pays riverains, si vous voulez, de la mer du Nord, la France est dedans, avec les démocraties d'Europe du Nord, se sont mis d'accord sur un plan ambitieux de développement des éoliennes en mer. Alors l'ambition affichée, c'est comme vous l'avez dit, le plus grand pôle mondial d'énergie propre. C'est-à-dire que c'est un projet vraiment considérable. Allemagne, Norvège, France, Danemark, Royaume-Uni, ce sont donc les pays qui sont à l'origine de cette initiative. Et donc ça nous fait une mer du Nord, vous voyez, qui est coincée entre la Manche et puis la Baltique, un peu plus haut là dans leur enfoncement. Ça nous fait une mer du Nord qui serait couverte d'éoliennes en mer. L'ambition des pays signataires de cet accord, c'est d'assurer la souveraineté énergétique, j'allais dire enfin, parce qu'on s'aperçoit que l'énergie, c'est un peu l'oxygène de l'économie. Et c'est sur la méthode l'inverse de la politique de Donald Trump, qui a l'air de considérer effectivement les éoliennes comme une arnaque. Alors la capacité totale de production, ce sera ça, 300 gigawatts, avec une phase intermédiaire à 100 gigawatts. 300 gigawatts 100 gigawatts, ça sert 100 millions de foyers. Donc vous faites la somme, c'est quand même considérable. On laisse l'industrie de côté. On parle des foyers, des particuliers là, mais on a quand même on aurait là dans une situation absolument, idéale, on aurait une capacité de production très élevée. Bon, la mer du Nord,
vous vous rappelez de Jacques Brel, la mer du Nord. Vous pouvez chanter Oui, non. Comme dernier terrain vague. La mer du Nord, au dernier terrain vague. Et des vagues de dunes pour arrêter. Voilà. C'est un peu ça. Donc la mer du Nord, c'est un vaste espace qui a une particularité, c'est que la mer du Nord est peu profonde. Je crois que la profondeur maximale, c'est 400 mètres. Elle est sur un plateau continental. En moyenne, c'est une centaine de mètres. Donc c'est parfait pour les éoliennes en mer. Vous ajoutez un autre élément qui est absolument décisif quand on parle d'éoliennes, c'est que les vents à cet endroit-là sont relativement constants. Donc on a là un cas de figure absolument idéal. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette initiative ? D'abord que l'énergie est enfin un sujet européen. Alors elle était déjà en partie sur un terrain qui est très mercantile, puisqu'on a un réseau européen d'achat et de revente. C'est-à-dire les réseaux sont relativement interconnectés. Mais là, on a une décision commune et le marché européen, c'est le seul qui soit pertinent quand on parle d'énergie, de production de masse. Deuxièmement, que la production d'électricité issue du solaire et de l'éolien continue de progresser. En France, on garde le nucléaire, mais regardez par exemple ces chiffres qui sont très encourageants. Si le reste du monde pouvait en être là, ce serait formidable. 50% de production propre en 2025 à l'échelon européen et 49% issus du pétrole, du gaz, du charbon. Bon, vous allez me dire c'est encore trop, mais au moins on est dans une croissance des énergies propres et je veux y ajouter pour nous, évidemment, le nucléaire qui contribue très largement à offrir aux Européens, aux Français, mais aussi aux Allemands qui nous l'achètent de façon un peu hypocrite quand même, eux qui ont éteint leur centrale nucléaire. Tout ça conduit donc finalement aujourd'hui à une majorité d'énergie propre et la tendance est plutôt haussière. Et puis ça nous permet d'échapper à la dépendance. Autrefois, c'était le gaz russe. Désormais, c'est le gaz liquéfié américain. Il y a cette dimension que vous évoquez, qui est la souveraineté. J'ai l'impression que la guerre en Ukraine a un peu vacciné les Européens. On peut pas être dépendant du gaz russe. On peut pas non plus, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans les relations avec les États-Unis, être totalement dépendant du gaz de schiste, notamment, et du pétrole américain. Donc, il faut prendre la mesure de notre autonomie dans ce domaine. C'est un problème central de souveraineté. Pour moi, il y a 2-3 souverainetés qui ne se négocient pas, dont celle-là. Pour gagner en indépendance énergétique, pour lutter contre le réchauffement climatique, le projet devrait coûter une dizaine de milliards d'euros, ce qui finalement est pas énorme. Une dizaine de milliards d'euros. Alors oui, une dizaine de milliards d'euros. Alors il y a ensuite des coûts de fonctionnement, bien sûr. Parce qu'il y a le raccordement. Il y a des raccordements, il faut évidemment le raccorder. Ça a des conséquences sur le réseau, parce que le réseau, notamment quand on a du nucléaire, le réseau appelle une énergie constante du nucléaire. À chaque fois que vous interrompez pour introduire des énergies qui sont intermittentes, celles-ci seraient un peu moins en mer, là, en tout cas que les éoliennes terrestres, ça produit des conséquences sur le réseau. C'est compliqué, le gestionnaire du réseau, en tout cas, estime avoir des difficultés. Et donc tout ceci va plutôt dans le bon sens. Pour une fois, comme on le dit chez L'Oréal, je pense que nous le valons bien. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Les écologistes, tout le monde, les gouvernements, enfin, c'est compliqué. Il y a des... si les écologistes sont pas d'accord avec oui, mais il y a des gouvernements qui sont contre les éoliennes en mer, etc. Enfin, c'est compliqué. Alors, quand elles sont trop près des côtes, c'est vrai que les populations peuvent se poser des questions. Là, j'ai l'impression que ce serait davantage au large que... C'est plutôt les navigateurs qui vont poser des problèmes. Et puis, bon, il y a les espèces, les oiseaux, mais... aucune source d'énergie n'est sans inconvénient, bien sûr, dit-on. Vincent, votre parti pris international, la Hongrie refait parler d'elle. On savait qu'Orban était proche des options russes. Et là, le voilà qui lance une pétition, le gouvernement hongrois lance une pétition pour l'arrêt de l'aide européenne à l'Ukraine. Tout à fait. Moi, j'adore recevoir du courrier. Eh bien, les Hongrois ont de la chance, ils doivent se réjouir. Ils vont recevoir un petit courrier de Viktor Orban. On va écouter János Nagy, d'ailleurs, présenter les options qui vont être données aux électeurs hongrois. Ugye a nemzeti petíciót, azt, ahogy mondta Tamás, most postázzák. 3 dologra tudunk nemet mondani.
Az egyik az orosz-ukrán háború finanszírozása, a második a Ukrajna államának támogatása, amit a magyar adófizetők pénzéből a magyar adófizetők pénzéből is akarnak finanszírozni, és a harmadik. Donc 3 questions, mais toutes vont dans le même sens. Êtes-vous pour ou contre donc le soutien de la Hongrie et de l'Union européenne, surtout à l'Ukraine, sachant que on connaît déjà le résultat. Toutes les autres consultations, généralement, Viktor Orban gagne à 90-95%. Non pas que ces orientations sont populaires, mais parce que c'est essentiellement le cœur de cible de son électorat en fait qui répond à ces pétitions. C'est un espèce de référendum déguisé en quelque sorte et qui intervient très bien puisqu'il va intervenir. Les Hongrois ont jusqu'au 23 mars pour répondre. Il va intervenir à 3 semaines des élections générales, donc des élections législatives, et qui va déterminer le nom du futur président, puisque ce sont les parlementaires en Hongrie qui élisent le président. C'est une république parlementaire. Et il est largué dans les sondages. Il est entre 9 et 13 points derrière son principal concurrent, Peter Magyar. Qui lui est plutôt pro-européen. Très pro-européen. Et cet écart est constant depuis 1 an et ne bouge quasiment pas. Et il ne bouge que lorsque les questions très nationalistes sont agitées. Donc c'est effectivement un subterfuge pour cristalliser son électorat. Mais Vincent, la question qu'on se pose, c'est pourquoi les Hongrois sont à ce point rétifs à soutenir l'Ukraine. Alors, c'est la démocratie, très bien, vive la démocratie. Mais pourquoi il y a cette prévention si forte? Alors, il y a un élément très, très intéressant, c'est qu'ils importent à 80% du pétrole russe qui leur coûte très peu cher. Donc, à la pompe, les Hongrois sont ravis d'avoir l'essence la moins chère en Europe. Et ça, c'est un élément électoral qui compte énormément. Avec l'autorisation de Trump. Avec l'autorisation de Trump, c'est incroyable, parce que personne ne l'a sinon. Et ça, Ruth a tout à fait raison. C'est une exception au sein de l'Union européenne. Donc c'est un argument, entre guillemets, bassement matérialiste. Bassement matérialiste, bassement populiste. Alors évidemment, Zelensky, je ne sais pas si on va avoir le temps de le voir, se moque de cette pétition. Je ne sais pas si, voilà. On a vu très rapidement, donc. On va l'écouter, je crois. They operate freely, even operate inside Europe. Every victor who lives off European money while trying to sell out European interests deserves a smack upside the head. Bon. Alors il a raison Zelensky, mais il y a une chose par contre qui est plus inquiétante, ce sont les risques d'ingérence au cours de l'élection donc d'avril qui sont très importants, où là, à la fois Trump et Poutine sont alignés sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire la défense de leur petit protégé qui est Viktor Orban. Pourquoi cette affection particulière? Alors pour le coup de Trump n'est pas un inconditionnel de l'Ukraine, on l'a bien compris. Non, mais c'est un allié objectif nationaliste, national-populiste sur l'immigration, sur les mêmes thèmes que Trump. Il fait partie du groupe des patriotes au Parlement européen. C'est un des pays, un des alliés de Trump complètement. Et il se trouve que par ailleurs, il soutient Poutine de façon détournée sur l'Ukraine. Et en réalité, quand tous les autres, par exemple, vous citiez l'AfD, se détournent un peu de Trump et choqués par ses méthodes, lui, c'est le seul qui ne critique pas et qui va rentrer au Board of Peace, par exemple, qui a donné son accord. Donc, lui, il est vraiment le chouchou des deux méchants. L'illibéralisme comme point commun. Merci à vous 3 pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.